Vous voyez, comme on le dit toujours, il n'y a pas de mal à faire du bien. Et véritablement, soyez salués donc pour tout ce que vous faites. Alors, donc, pour venir donc au sujet, aux différents sujets donc qui sont sur la table aujourd'hui. Alors, s'agissant donc de la situation, je vais dire donc dans notre sous-région. Alors, moi, je voulais souligner une chose, c'est que véritablement, nous avons beaucoup de menaces autour de nous, s'agissant de la Côte d'Ivoire particulièrement. Parce qu'on est confronté vraiment à deux menaces sécuritaires véritablement importantes. On a le djihadisme, et puis on a donc les putsch aujourd'hui, le second fléau, et tous ces deux fléaux-là aujourd'hui donc sont à nos portes. Et véritablement, cela demande vraiment beaucoup d'attention. Il faut véritablement que l'État fasse beaucoup de sensibilisation au niveau des populations. Merci déjà pour ce que vous faites. Mais il faut vraiment qu'à une échelle plus grande, que l'État s'engage. Et je crois que ça va réduire un tant soit peu un certain nombre de risques. Vous voyez, on ne peut pas mettre des militaires partout. Et même si on mettait des militaires partout, si on n'a pas, je vais dire donc, ce qu'il faut, la bonne collaboration avec les populations, on n'aura pas d'informations qu'il faut. Vous voyez. Alors, maintenant pour revenir donc sur le cas malien, qui véritablement vraiment nous donne gros sur le cœur. Véritablement, le Mali, je ne parle pas des Maliens, parce qu'on n'a pas de problème avec ceux-là. On vit au quotidien, enfin bref, ça, on les fréquente au quotidien, on se vit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais s'agissant des autorités maliennes, voyez-vous, il y a déjà un précédent. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est avec la Côte d'Ivoire qu'ils ont véritablement un problème? Est-ce que c'est avec le président Ouattara qu'ils ont un problème? Ça, vraiment, je ne saurais le dire. Rappelez-vous que pendant la crise dite post-électorale en 2010-2011, lorsque l'UEMOA avait décidé donc d'interdire donc l'utilisation donc des fonds de la BCAO par la Côte d'Ivoire, rappelez-vous que le directeur de la BCAO de l'époque, je ne sais pas si c'était un certain Dakouri ou quelque chose comme ça, Effectivement, c'était ça. s'était rendu au Mali. Et c'est avec l'aide des autorités maliennes d'alors, voilà, qu'il avait pu donc recevoir des fonds pour venir poursuivre, je vais dire en fait pour saboter l'embargo qui avait été mis pour empêcher donc Laurent Gbagbo de continuer dans sa folie. Vous voyez? Aujourd'hui, on se retrouve donc avec cette bande d'incultes là, ces 5 colonels comme on dit, moi je dirais donc les 5 Dalton, qui arrivent et qui aujourd'hui, non, véritablement comme je l'ai dit hier, c'était un véritable malheur pour le peuple malien. Le peuple malien vit une situation comme on dirait chez nous, vous voyez, quelqu'un qui fuit le cercueil et qui va tomber sur le cadavre lui-même. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est une telle situation que le peuple malien vit. Ils ont fui Ibeka, ils ont chassé Ibeka, mais ils sont tombés sur pire. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est pratiquement toute la sous-région qui est menacée. Alors, donc, véritablement, moi, en ce qui me concerne, et vous l'avez dit, cette affaire avec les militaires ivoiriens sera résolue. Que la bande a assimilé le veille ou pas, il faut en faire les frais. Et nos mille là, les délinquants là, ils rendront compte. Et ça, ils le savent. Ils le savent. Aujourd'hui, ils ont commis un certain nombre de forfaits, mais ils ne pourront pas échapper. La justice fera, en fait, se fera d'une façon ou d'une autre. Vous voyez?
Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, éclaireur, soyons sereins. Cette affaire-là sera résolue même plus vite même qu'on ne le pense. Nos soldats reviendront. Qu'il en déplaise à cette jeune de vaurien-là, mais nos soldats reviendront au pays. Nous n'avons pas de soucis à nous faire. Ils reviendront. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la préoccupation de la Côte d'Ivoire, la préoccupation du guide suprême, le président Alassane Ouattara, c'est de faire grandir la Côte d'Ivoire, c'est de développer la Côte d'Ivoire, et puis donc de lutter contre la pauvreté autour de nous. Parce que notre sécurité aussi est un peu, elle est liée à la sécurité chez nos voisins. Et si la pauvreté est forte chez nos voisins, nous ne serons pas en sécurité. Donc aujourd'hui, nos défis majeurs aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté. Donc on n'a pas le temps de s'acoquiner avec des putsch ou je ne sais pas quoi. Ça n'a pas de sens pour nous. Eux, peut-être, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que gouverner. Ils sont arrivés comme ça, par hasard, une situation de circonstance s'est présentée, ils ont sauté sur l'occasion, mais ils ne savent pas ce que c'est que gouverner. Ils ne savent pas. Voilà. Ils ne sont pas arrivés en présentant donc un programme de gouvernance au peuple malien. Non, 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 c'est pas ça. Ils sont arrivés comme ça. Ils sont tombés là-dessus. Ils ont sauté. Bon, ben, il n'y a pas eu de résistance. Bon, ben, voilà, ils ont continué leur petit jeu. Mais bon, bref. Ce comportement-là ne saurait durer. D'une façon ou d'une autre, ils ne vont pas pouvoir persister dans le temps avec ce comportement-là. Bientôt, ils vont se retrouver dans une impasse. On verra bien comment ils vont s'en sortir. Alors donc, sur ce côté-là, vraiment, je voulais donc dire, soyons sereins comme vous l'avez dit. Nos soldats vont revenir au pays tranquillement parce que nous sommes dans la vérité. Voilà. OK. Maintenant, s'agissant donc du cas de l'actualité ivoirienne, avec la rencontre qui est prévue demain entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et puis, ses prédécesseurs. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette rencontre? Bon, je pense que beaucoup sont sceptiques quant à une issue, je vais dire une issue extraordinaire. Et parmi les sceptiques, j'avoue que je suis un parmi les sceptiques. Pour la simple raison que, comme on le dit toujours, voyez-vous, on vieillit comme on a vécu. Vous voyez? Prenez quelqu'un comme LG. Il a vécu dans la roublardie, dans la duplicité, je vais dire dans la tromperie, dans le mensonge. Mais c'est pas à cet âge-là qu'il peut encore changer. Non, il ne peut pas se recréer, ce n'est pas possible. C'est pas possible. La haine, le tribalisme ont été les principales marques de ces deux prédécesseurs-là, ceux-là en question. Et c'est sur de tels éléments donc qu'ils avaient basé leur gouvernance. Donc, il ne faut pas espérer quelque chose de particulier venant de ces gens-là. Ils ne changeront pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est aujourd'hui, je veux dire, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la poudre aux yeux. Mais nous savons tous, nous savons, le président Ouattara ne tombera pas dans ce piège. Et comme vous l'avez dit, ceux qui sont en prison aujourd'hui, leurs chiens de chasse, leurs chiens qui sont en prison aujourd'hui, ne sortiront pas de prison. S'ils veulent qu'il y ait 10 rencontres, qu'il y ait 20 rencontres, qu'il y ait 100 rencontres, mais ces gens-là ne sortiront pas de prison. Voilà. Ils ne sortiront pas de prison. Et je crois qu'ils ont même intérêt à rester en prison. C'est ce qui est mieux pour eux, pour leur propre sécurité. C'est mieux pour eux. Des personnes comme Laurent Gbagbo, qui estiment qu'elles n'ont pas posé d'actes, je vais dire de mauvais actes. Des personnes comme Henri Konabédié, qui ont estimé que non, ils n'ont pas posé de mauvais actes. Donc, entre 2000 et puis 2010, tout ce qu'on a tué, ben non, ce n'est pas de mauvais actes, c'est des gens qu'il fallait qu'on tue. Vous avez la dame qui a eu à témoigner, qui avait été victime donc de la barbarie donc, de ce régime, pendant qu'elle s'était donc retenue à l'école de police. Mais tout ça, ce n'est pas mauvais. Je me rappelle qu'à l'époque
vous avez cette dame, enfin, bref, je dirais donc avec sa voix d'homme, qui à l'époque avait osé dire sur des médias internationaux que qu'est-ce que ces dames-là étaient allées faire à une marche. Et que donc le fait qu'elles soient présentes à cette marche justifiait le fait qu'elles aient été victimes de viols et autres maltraitances. Mais voilà des gens aujourd'hui qui ne se sont pas encore repentis, qui n'ont pas encore demandé pardon à la nation ivoirienne. Et puis on dit non, il faut aller à la réconciliation. Et quelle réconciliation? Avant 2011, on ne parlait pas de réconciliation. Pourtant, les Ivoiriens étaient catégorisés. Ils étaient catégorisés. On était traités en Ivoirien pur de seconde zone. Les assassinats étaient ciblés. Même dans l'administration, il fallait produire, donc tout était normal. Après qu'ils aient commis des crimes, en 2011, qu'on les attrape et qu'on les mette en prison, on vient nous parler de réconciliation, de réconciliation. Mais pour les refondateurs, ou pour enfin le FPI, ou je ne sais pas moi, les Gouards ou quoi, mais la réconciliation, dans leur esprit, c'est simple. Hein? Le président Ouattara quitte, il donne le pouvoir à Gbagbo, il fait sortir tous les prisonniers tous les chiens de guerre. On prend donc tous les combattants donc, de la rébellion, on les fout au trou. Et puis bon, voilà, c'est ça la réconciliation pour eux. C'est ça, en fait, la réconciliation pour eux. Mais cette réconciliation-là, vous comprenez avec moi que ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Nous, notre réconciliation, la seule réconciliation qui vaille, la seule réconciliation qui est durable, la seule réconciliation qui peut apporter la paix, la stabilité, la seule réconciliation qui vaille, c'est la justice. C'est la justice. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, et je le répète, c'est la justice. C'est une très bonne chose que de donner la justice, peu importe celui qui va en bénéficier. Mais la justice, il faut la justice. Seule la justice aujourd'hui peut être synonyme de réconciliation. En dehors de cela, tout le reste, c'est de la forfaiture, c'est du bavardage, c'est du verbiage creux. Ça n'aboutira à rien. Donc, pour ma part, je pense que cette rencontre de demain, il faut pas se leurrer. Elle n'accouchera pas de quelque chose donc de particulier. Ça ne donnera rien de particulier. Comme vous l'avez dit, les gens partiront. Bah, écoute, certains iront défendre, je crois, ils disent qu'on leur a bloqué certains fonds, il faut qu'on les débloque, et puis bon, bref, c'est de ça qu'il s'agira. Mais en ce qui concerne donc, je vais dire donc les chiens de guerre, ou bien tous ceux qui ont participé d'une façon, je vais dire très violente à la crise à la dernière élection présidentielle donc de 2020, octobre 2020. Mais il n'est pas question de libérer ceux-là. Il n'en est pas question. Pour cela, il vaut mieux laisser la justice faire son travail. Ce serait mieux. C'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour la stabilité du pays. Il ne faut pas qu'on vienne encore créer de nouveaux problèmes où il n'y en a pas. Il faut les laisser la justice faire son travail de bout en bout. Maintenant, à côté de cela, j'aimerais donc revenir sur un point que vous avez aussi très souvent posé et qui est vraiment très important. C'est la défaillance de nos cadres. Comme vous les avez toujours surnommés des cadres bras cassés, moi j'ajouterais donc Cervelle Ramouli. Voilà des personnes aujourd'hui qui aujourd'hui sont véritablement, je vais dire, le talon d'Achille du président Ouattara. Dans l'intervention de Kone Katina la dernière fois, oui, c'est vrai Kone Katina, en racontant des bêtises, mais a dit quelque chose qui est intéressant.
Kone Katina dit que Ouattara prend donc des crédits, le président Ouattara prend des crédits à tout bout du champ. Mais au moins, il est en train de faire comprendre à tout le monde que le président Ouattara peut mobiliser autant de fonds qu'il veut. Et ça, c'est à saluer parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est important. Je me rappelle d'une anecdote du temps du président où Henri Konan-Bédié était président. Paix à son âme, Laurent Dona-Fologo. Je m'excuse de le citer alors qu'il n'est plus de ce monde. Mais Laurent Dona-Fologo était allé dans un village, aller dire aux villageois, écoutez, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui nous empêche de vous aider à travailler, et voilà, qui dit au plan de bloquer les choses, et voilà, patati patatra, c'est Alassane Ouattara. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de bien. C'est à cause de lui que vous souffrez. C'est à cause de lui que le pays est bloqué. Alors, lui, il le disait, je veux dire donc pour nuire à l'image du président Ouattara. Il s'est trouvé que dans l'Assemblée, il y avait quand même des gens qui étaient quand même assez je veux dire, assez ouverts, assez un peu réfléchis. Et un villageois s'est levé pour lui dire, mais si c'est lui qui arrive à bloquer tout ça, là, mais donc laissez-le. En ce moment, peut-être il va nous permettre maintenant d'être plus à l'aise. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, je vais dire que dans le cas, donc, voilà, dans le cas donc, de Katina, Katina, en sortant pour raconter ses bêtises, mais en même temps, il dit à ses partisans que le président Ouattara est capable de mobiliser autant de ressources dont il a besoin pour le développement du pays. Et ça, c'est une réalité. Le véritable problème du président Ouattara aujourd'hui, ce sont nos cadres. Ce sont nos cadres aujourd'hui qui exposent le président Ouattara. Le dernier scandale en date dont nous sommes tous en train de parler, cette affaire de 700 millions. Comment peut-on comprendre, après l'ère Bédié, où on a eu quand même une certaine expérience de la gestion calamiteuse des fonds qui ont été mis à la disposition de certains, comment peut-on reproduire les mêmes bêtises, venir donner 700 millions à une seule personne? Et aujourd'hui, on vient nous dire que non, on prend des juges, on prend des avocats, on fait ceci et on fait cela. Mais des avocats, encore, il faut les payer. Ce n'est pas responsable le comportement de nos cadres. Ce n'est pas du tout responsable. Et véritablement, comme vous l'avez toujours dit, il faut que le président Ouattara prenne des décisions radicales le concernant. Parce que ceux-là, ce sont ceux-là même qui sont les fossoyeurs du travail que le président Ouattara fait. S'ils étaient des gens honnêtes, qui n'avaient pas d'autres agendas, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, ces opposants de pacotille, là, de seconde zone, là, n'auraient même pas... Mesdames et messieurs, il me semble que nous... Allô? 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 Oui? Ah oui, éclaireur, excusez-moi. Ah ok, on était coupé, on dirait. Effectivement. Ah ok, d'accord, ok. Bon, écoutez, je pense que donc je vais pas m'étendre davantage. Je voulais juste, je vais dire donc, insister donc sur le mauvais comportement donc de nos cadres pour finir. Et puis véritablement donc demander donc aux partis
au RHDP de promouvoir votre plateforme. Parce que je sais qu'ils sont nombreux à écouter ce qui s'est dit sur cette plateforme. Mais je pense que il y a tellement de bonnes choses qui sont dites, il y a tellement d'ouverture d'esprit sur cette plateforme qu'il gagnerait, je vais dire donc, à faire en sorte que cette plateforme-là puisse grandir. Vous aviez commencé, vous avez dit que c'était une classe. Mais je pense que vous êtes en train de devenir un lycée. Vous voyez? Vous êtes en train de devenir un lycée. Alors, donc, je pense que il faudrait que, bien que vous n'attendez rien d'eux, et que cela ne va pas empêcher que les choses soient dites comme elles doivent être dites, mais je pense que c'est le parti lui-même qui gagnerait, je vais dire donc, à faire la promotion donc, de cette plateforme-là. Et donc, sur ce, éclaireur, je vais m'arrêter là. Et donc, vous souhaitez encore toujours bonne continuation. Et beaucoup de sagesse pour nous tous. Que Dieu accompagne, donc aide et guide, je vais dire, notre guide, le président Alassane Ouattara, afin que, je vais dire que toutes ces actions que vous êtes en train de poser, toutes ces actions que lui-même pose, puissent donc être au grand bénéfice donc, de toute la population ivoirienne. Vous voyez? Vraiment, et donc sur ce, non, vous n'inquiétez pas, il est d'habitude ici que c'est le dernier intervenant qui fera la conclusion. Donc j'allais demander votre indulgence de rester avec nous. Et j'allais dire vraiment merci à vous pour l'ouverture d'esprit dont vous faites montre. Parce que en réalité, voyez-vous, les gens se moquent en Côte d'Ivoire en général de ceux qui ne sont pas là à l'école. Alors que le rôle de ceux qui estiment être là à l'école, c'est de tirer ceux qui n'y sont pas allés. Mais surtout, n'oublions pas que c'est ceux qui ne sont pas là à l'école qui ont mis ceux qui sont là à l'école. Mais surtout, c'est très important. Il faut respecter ce courage historique. Et malheureusement, le rôle même de l'intellectuel en Côte d'Ivoire, il serait difficile de le définir. L'intellectuel, en définition en Côte d'Ivoire, serait celui-là même qui se moque de ceux-là qu'il estime comme n'ayant pas la science infuse ou bien une certaine dose de connaissance. Alors que la beauté de la connaissance, c'est quand on la distribue et tout le monde connaît le mythe de Prométhée. Je dirais ceci, il faut que nos... Permettez-moi de vous arrêter, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui. Éclaireur. Oui. L'intellectuel, c'est vous. Voilà. Ça, merci d'être intervenu sur ce point. Et excusez-moi pour finir, mais l'intellectuel, c'est vous. L'intellectuel, ce n'est pas nos professeurs, forcément nos professeurs d'université ou bien nos docteurs, je ne sais pas, en bac 10 ou quoi. C'est pas ça. L'intellectuel, c'est vous. La recherche de la vérité. L'intellectuel, c'est ça. Merci, éclaireur. Et donc, comme vous étiez en train de le dire, c'est cet objectif-là qui nous guide et on se dit, à quoi aurait-il servi que nous fissions ou que nous soyons partis à l'école, mais qu'aujourd'hui, de là où chacun se situe, on apporterait à notre société. Je remercie aussi le pouvoir d'Alassane Ouattara parce que dans d'autres circonstances, ma vie aurait été mise en danger pour les propos que nous tenons. Mais même si on ne me le dit pas, moi-même, je sais quelque part que le régime même me protège. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un idiot pour comprendre les non-dits. Parce qu'aujourd'hui, on critique des choses, les gens pensent que c'est forcément leur personne, alors qu'on n'a absolument rien à voir avec. Nous, Dieu nous a mis dans un chemin où nous cherchons notre pain aux États-Unis. Mais on a vu ce que c'est que la liberté de l'expression dans ses bons et dans ses mauvais côtés. On a vu un monde développé. On a vu ce que l'Afrique, en termes de potentiel, représente. Mais si nous, comme disait Amadou Ampateba, si nous ne revenons pas dire la vérité à nos parents, à quoi est-ce que notre déplacement dans le monde aura servi? À quoi le fait d'être allé à l'école des Blancs aura servi? À quoi tout ce qu'on aura acquis en Occident aura servi? Et c'est ça, cette réalité-là qui a fait revenir Alassane en Côte d'Ivoire. Alassane, le salaire qu'il avait quand il était directeur adjoint du FMI, même étant président en Côte d'Ivoire, il n'a même pas un dixième.
Mais à la fin, sinon dans le parcours de l'existence, à un moment, tout esprit sensé se pose la question suivante. Qu'est-ce que je peux offrir? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que nous donnons sans condition. C'est ça qui est la vérité. Comme de la même manière, les gens peuvent dire éclaireur bon, éclaireur ceci, éclaireur cela. Mais le vrai éclaireur, c'est ce qu'il cache. C'est ce que lui seul connaît de lui-même. C'est ça le vrai éclaireur, dans sa beauté comme dans sa laideur. Et c'est ça chacun de nous. Quel que soit ce que nous faisons, qu'est-ce que nous donnons aux autres sans condition? C'est ça l'être vrai. Et c'est ce que l'Occident a compris avant nous. Quand tu regardes l'effort que les scientifiques ont fait, quand tu regardes le sacrifice que d'autres ont fait, c'est pas parce qu'ils étaient bêtes, c'est pas parce qu'ils n'aimaient pas vivre, c'est pas parce qu'eux ne connaissaient pas l'avantage du matériel, mais c'est parce qu'ils savent que quand tu fais un acte positif, ça reste pour l'éternité. Et cette satisfaction morale, cette satisfaction à l'intérieur de soi, il faut l'expérimenter pour comprendre. Je vous donne un exemple. Le jour de la Tabaski de cette année, j'étais là et il y a un de nos aînés qui m'appelle. Il me dit, éclaireur, tu vois, tu es en partie coupable de ce que j'ai fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Il me dit, tu vois, grâce à ce que tu dis et les actions que vous posez sur la plateforme, dans ce mois, si j'ai fait un sacrifice de bœuf à des familles pauvres et après j'ai moi-même regretté de n'avoir pas pu faire autant. Il dit, mais je me sens tellement heureux et satisfait à l'intérieur de moi-même qu'il fallait que je t'en parle. Mais voilà, c'est ça. C'est quelque chose, il faut l'avoir expérimenté pour comprendre. Et c'est ça que nous demandons aux uns aux autres. N'attendez rien des hommes. Posez des actions vraies, concrètes et sincères. Le reste viendra. Le reste viendra. Et ce n'est pas. Et ça, c'est la réalité de la vie. Quand vous avez été vrai, le monde viendra à vous. Parce que vous aurez quelque chose qui va intéresser le monde. Exactement. Et c'est ce que le prophète de l'islam et Jésus nous disait. Jésus lui disait comme ça que si vous croyez en lui, il n'a pas dit qu'on fera comme lui. Il dit qu'on fera plus que lui. Et le prophète de l'islam vient dans une autre formule pour nous dire, si vous vous adaptez à votre nature qui est réelle et que vous êtes vrai, vos doigts seront les doigts de Dieu, vos bouches seront les bouches de Dieu, vos yeux seront les yeux de Dieu et toutes vos actions seront inspirées par Dieu lui-même. Parce que l'être en vrai, ce n'est pas le physique là. Le physique est trop petit dans la réalité. Et ça, il faut que nos parents le comprennent. Moi, je tire la plus grande satisfaction quand quelqu'un dans le tréfonds d'un village me dit « Grâce à toi aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut s'intéresser à la politique et donner mes avis. » Ça, c'est la plus grande satisfaction. Et je demande à nos parents de s'intéresser à la politique et au fonctionnement du monde. Parce que ça va vous ouvrir les esprits et ça va vous permettre d'aider vos familles. Et une fois que vous aurez compris, vous allez dupliquer cette réalité-là. Ça ne fera que du mieux. Parce que la misère n'est pas seulement que financière. La première et la vraie misère, c'est le manque de connaissances. Exactement. Regardez même les États qui nous battent. Les États qui nous surpassent. Ce n'est pas l'argent. Il y a des pauvres aux États-Unis. Le taux de pauvreté aux États-Unis est plus grave même qu'en Afrique. Parce que la pauvreté se définit selon les réalités des environnements et non selon les données de la Banque mondiale. La vraie pauvreté, c'est quand quelqu'un est obligé de dormir à moins 3 degrés, à moins 10 degrés dans le vent parce que lui ne sait où aller. En Afrique, on ne verrait jamais ça. La vraie pauvreté, c'est quand quelqu'un est dans un pays développé mais qui n'arrive pas à manger. En Afrique, si je n'ai pas pu manger chez mon oncle, je vais manger chez mon cousin ou même chez la grand-mère. Et donc, de facto, les réalités s'adaptent en fonction de là où tu vis. Dire que quelqu'un qui n'a pas 2 dollars ou même 1 dollar, c'est un pauvre, ça ne tient pas forcément. Et donc, que nous le voulons ou pas, le monde fonctionne selon un rythme. C'est naturel, c'est ce que Hegel appelait la volonté de dominer. Non, c'est pas si c'est Kant ou Hegel, mais la volonté la puissance de dominer, la volonté de puissance. Voilà, je crois que c'est Hegel. Mais c'est naturel. Un lion qui se respecte, s'il est gentil avec une antilope, c'est que c'est un faux lion. On va le blâmer de ne pas être un prédateur. La volonté de vouloir dominer les autres est naturelle en chacun de nous. Chers parents, ne nous blaguons pas. Disons-nous la vérité. Qui veut être dernier dans son village? Qui veut qu'on dise que, bon, voilà, la famille, ils sont toujours derniers dans tout?
Mais il faut que d'autres permettent. Il faut que d'autres se donnent les moyens d'être les derniers ou les moins performants pour que ceux qui feront quelque chose puissent les dominer. Et ça, à toutes les strates. N'acceptez pas qu'on vous domine par votre propre manque de connaissances. N'acceptez pas qu'on vous manipule contre votre propre gré parce que vous n'avez pas eu la science. C'est ce que nous venons faire sur cette plateforme-là. Et comme vous l'avez dit, quand on critique ces cadres, ce n'est pas qu'on a un problème avec les individus eux-mêmes, loin de là. Mais c'est parce que Alassane Ouattara est tel que il faut que sa gestion, les Ivoiriens le regrettent, même sur 50-60 ans. Pour dire, effectivement, un homme est passé ici, s'appelait Alassane Ouattara. Et ce qu'il a fait, on ne l'a pas aimé, mais on reconnaît que vraiment c'était un homme. Apportez votre plus là-dedans, cher cadre du RHDP. Exactement. Apportez votre plus. C'est comme moi, mon vote que j'ai donné à Alassane Ouattara, là. Moi, seul, ma voix ne peut pas faire voter Alassane Ouattara. Mais ensemble, on a réussi à le faire voter. Aujourd'hui, chacun de nous peut dire que les ponts qui ont été faits, les réalisations, c'est chacun de nous qui l'a fait. Mais vous quatre, qu'est-ce que vous faites autour du président? Vous êtes devenu aujourd'hui une épine dans le pied du président. Même là où il faut défendre le président, avec stratégie, mais aussi souvent avec même brutalité, parce que tout compte dans la vie. Tout est utile dans la vie quand on sait l'utiliser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le vieux, c'est quel père qui sera fier de dire à ses enfants, là, bon, allez me défendre. Un père qui se respecte ne décrète pas ça à ses enfants. Un père qui se respecte, on dit, bon, tes enfants t'ont défendu, ils ont exagéré. Et maintenant, c'est là qu'on va commencer à parler. Tu dis, ouais, vous avez mal fait devant les gens, mais quand vous rentrez dans la maison, toi-même, tu seras fier. Tu dis, ah, mes enfants, ils peuvent faire quelque chose. Mais quand vous regardez le RHDP aujourd'hui, il y a qui dedans à qui on peut faire confiance? Il y a quel Alassane Ouattara? Nous, on ne cherchait pas seulement Alassane Ouattara. Parce qu'au moment où on cherchait Alassane Ouattara, en 90, là, c'est Oufoué qui l'a cherché, c'est pas nous, hein. Nous, c'est Oufoué, on connaissait. Mais Oufoué allait chercher quelque chose qui est mieux que lui-même Oufoué. Oufoué allait chercher quelque chose qui est mieux que lui-même Oufoué. Oui, exactement. Et donc, aujourd'hui, là, ne cherchez pas Alassane Ouattara, hein. Cherchez un sur Alassane Ouattara. Et c'est ce sur Alassane Ouattara qu'on est en train de chercher. Et donc, si vous pensez qu'on va diminuer la mise, ou bien qu'on va négocier, vous vous trompez. Si vous ne vous montrez pas, si vous ne faites pas au-delà d'Alassane, on ne sera pas avec vous. On ne sera pas avec vous. On vous le dit clairement maintenant. Et la petite expérience qu'on vous a donnée, c'est durant ces élections des départementales. On vous a démontré que nous avons une capacité de pouvoir nous faire entendre. Et dans les mairies, on va vous faire, on va exprimer la volonté populaire pour ne pas être surpris aux élections de 2025. Parce que mieux vaut avancer avec des gens vrais, des gens consistants, que d'être avec, comme disait quelqu'un, d'être avec le peuple et la foule. Nous, on préfère les gens vrais. Quelle que soit la foule, le peuple, nous, on préfère être avec les gens vrais. Et ça, c'est très important. Exactement. Et les gens ne comprennent pas que notre combat, c'est un combat d'anticipation sur les événements. Nous ne sommes pas plus savants ou plus sachants que quiconque, mais à l'analyse des faits de façon cartésienne, on peut en arriver à des résultats par anticipation. Exactement. C'est ce que nous offrons. La critique en elle-même n'est pas mauvaise quand elle apporte des solutions, comme ce que chacun des élèves de la classe fait ici. Je crois que c'est ça. C'est par ce mécanisme-là qu'on pourra aider. Si aujourd'hui, tous les cyberactivistes, chacun de son côté, s'efforçaient à faire cet exercice dans le respect et sur la base des preuves, je vous dis qu'on aurait aidé le parti plus qu'on aurait pu l'imaginer. Mais aujourd'hui, l'opposition ne peut pas parler devant nous. Parce que, quel que soit ce qu'ils diront, nous, on peut leur dire que nous, on a déjà fait le travail. Et sans le savoir, on a affaibli l'opposition, même sur le terrain du débat intellectuel. Ils ne peuvent plus rien dire. Ah, mais nous, on a déjà parlé de ça, on a développé, donc vous n'avez dit rien de nouveau. Et comme ce que vous avez fait maintenant, on ne fait que surexploiter ce qu'ils disent, comme vous l'avez fait ce soir. En disant, oui, Katina, effectivement, ce ne sont pas les inutiles qui peuvent avoir des prêts. Et donc, voilà, il faut mettre le débat, le niveau du débat plus haut même que ce que le président voudrait. Et je peux vous dire que c'est avec satisfaction. Si nous arrivons à ces exercices-là, nous demandons à tous les intellectuels, quelle que soit votre compétence, venez, faisons ce travail-là pour laisser notre trace dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment très important. Et donc, j'allais vous laisser faire la conclusion. Ah oui. Ah, qui, moi? Oui, oui. C'est des traditions ici que le dernier intervenant est celui qui fait la conclusion du jour. Oui.
Ah bon? Oui, oui. Ok, d'accord. Merci vraiment pour ce grand honneur que vous me faites, Mhm, éclaireur. mhm, Bon, ben, écoutez, vraiment, tout ce que vous avez dit est tellement bien dit mhm. et ça résume tellement bien, je vais dire donc, l'esprit de cette plateforme, parce que cette plateforme est sincèrement une innovation et une innovation qui apporte véritablement un plus. Avant vous, on était habitué donc à avoir des gens, bon, quelqu'un qui sort là, qui fait un one-man show, il raconte des choses et puis bon, qui disparaît. Voyez-vous? Et bon, ça c'était. Mais aujourd'hui, vous êtes passé à la vitesse, je vais dire, à la vitesse Mach 2. C'est une toute approche et qui est hautement bénéfique, je vais dire donc à l'ensemble des concitoyens et plus particulièrement donc au RHTP. Alors véritablement donc je le répète, vraiment nous saluons, je vais dire donc votre niveau intellectuel, parce que être un intellectuel, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de rechercher la vérité. Et puis, quand on dit la vérité, on n'a pas à avoir peur. Donc, éclaireur, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas peur, mais j'insiste là-dessus, n'ayez pas peur. Ni vous, ni vos collaborateurs. Parce que vous dites la vérité. Vous preuves. Vous anticipez, vous faites des projections. Et ça, je pense que c'est comme ça que dans le parti, on doit évoluer. Individuellement, chacun doit évoluer aussi de cette façon. Et c'est de cette façon aussi qu'on pourra faire évoluer donc, notre nation. Donc vraiment éclaireur, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et donc saluer vraiment votre génie, vous et vos collaborateurs. Et puis donc vraiment que Dieu vous accorde encore, je vais dire donc la pleine connaissance, la sagesse. Que dire encore? Vraiment tout ce qui peut encore vous permettre d'aller encore plus loin et donc de nous tirer pour aller aussi plus loin. Effectivement. Merci pour tout. Merci pour toute la classe. Et que Dieu vous garde. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. éclaireur. Et bien des choses à Merci. toute la famille. Merci. Merci. Et merci à tous les élèves de la classe. Et certainement que nous nous retrouverons demain pour la voix du militant. Et la voix du militant, c'est le militant qui parle, qui dit ce qu'il a vu, preuve à l'appui, et qui donne aussi son avis et aussi toutes les propositions. Merci à chacune et à chacun. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous.